Pendant très longtemps, on a utilisé la classification des régimes fondée sur la séparation des pouvoirs, régime parlementaire, régime présidentiel. Est-ce que cette classification est toujours utilisable et notamment est-ce qu'elle est utilisable lorsque l'on examine, par exemple, les régimes des pays africains? Alors, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui parler de classification classique, régime présidentiel, régime parlementaire à proprement parler, parce que ce qu'on voit en général dans nos pays, c'est un mélange des genres, des systèmes assez hybrides, mais avec toujours une prééminence présidentielle. Le président a plus de pouvoir que les autres organes, mais on ne peut plus parler véritablement de séparation classique des pouvoirs en Afrique. Et, Président Hadzi, est-ce que c'est une opinion que vous pouvez conforter là aussi par l'observation que vous faites? Tout à fait. Si je prends un exemple, celui du Bénin, c'est un régime qui a dominante présidentielle, mais où il y a des techniques de rationalisation du parlementarisme que l'on retrouve. Donc je suis tout à fait d'accord avec le professeur Babacar Gaye. Alors justement, avec les rénovations démocratiques que l'on a connues à partir des années 1990, est-ce que finalement il y a eu un retour tenté vers des classifications classiques ou bien est-ce qu'il y a au contraire toujours une certaine originalité des régimes africains? À mon avis, il y a toujours une certaine originalité des régimes africains. Le renouveau des années 90 n'a pas apporté grand-chose de nouveau de ce point de vue-là. Mais ce renouveau a insisté davantage sur la protection des citoyens, sur le respect des droits de l'homme, sur le respect de l'état de droit. Je crois que c'est dans ce domaine que le renouveau constitutionnel a eu le plus d'apport. Et est-ce qu'il y a des évolutions qui vont plutôt en effet vers la recherche de techniques nouvelles, de modalités nouvelles, plutôt que d'essayer absolument de s'installer dans le cadre des régimes dits classiques? Oui, il y a une recherche dans le sens de la consolidation ou de l'approfondissement plutôt des techniques de protection des droits de l'homme. Par exemple, au Bénin, je reprends toujours cet exemple, hein, il y a au niveau de la Cour constitutionnelle un certain nombre de techniques, par exemple au niveau des modes de saisine, qui constituent, à mon sens, des techniques d'approfondissement. Les individus peuvent saisir directement la Cour peut s'auto-saisir sur un certain nombre de cas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus s'enfermer dans un ghetto constitutionnel, comme c'était le cas avant 1990. L'Afrique cherche plutôt à perfectionner, à approfondir les techniques occidentales. Et à cet égard, est-ce que c'est un phénomène que l'on observe dans toute l'Afrique, et notamment Afrique francophone, mais aussi Afrique anglophone? Dans la plupart des pays africains, oui, à quelques exceptions près, nous avons ce même phénomène, cette sorte de prolifération des droits qui sont accordés aux citoyens, cette protection accrue par la création de cours constitutionnels ou de conseils constitutionnels, peu importe l'appellation, qui vise à accroître, à renforcer l'état de droit. Et puis vous avez également ce retour parfois aux traditions, comme par exemple la constitution du Bénin qui prévoit que le président prête serment devant Dieu, mais également devant les mânes des ancêtres. Alors nous avons un peu ce retour, cette sorte de coquetterie dans les constitutions africaines qui traduit peut-être une volonté de recherche de faire en sorte que les constitutions soient conformes aux traditions africaines. Oui, c'est peut-être aussi la volonté de marquer une identité plus forte des pays africains qui autrefois finalement avaient trop tendance peut-être à faire du copier-coller finalement qui s'avérait assez souvent inadapté. Absolument. Merci.